radio d'information. En national, en régional ou en international. Sud FM, Made in Sénégal. Sud FM, l'info, c'est Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Les titres de ce journal. La zone franche industrielle de Dakar envahie par les habitations, une situation qui s'explique par la forte croissance dans la capitale, une cohabitation difficile, ces populations souffrent, le périmètre de sécurité entre les industries et habitations n'est pas respecté, elles sont exposées aux dangers quotidiennement selon le directeur du développement urbain de Dakar. Conflit foncier au Sénégal, la malgouvernance foncière est à l'origine selon le cadre de réflexion et d'action sur le foncier au Sénégal. Le CRAFS préconise la relance du processus de réforme de la loi sur le foncier et l'accompagnement des paysans à sécuriser leurs terres. Et puis au Mali, pas d'accord entre la mission de la CEDEAO et le Comité national pour le salut du peuple. Goodluck Jonathan n'a pas pu convaincre la junte. Plus de détails à suivre dans la page Inter. Info Santé avec Marie-Rosalie Ndiaye va boucler cette édition. Voilà pour les titres. Est à la présentation Alioune Badara Socé sur la mise en onde. Bienvenue. La zone franche industrielle de Dakar subit les effets de la forte croissance dans la capitale avec l'installation portuaire. Les populations environnantes souffrent d'une congestion routière. À cela s'ajoutent les conséquences de leur cohabitation avec certaines industries de la zone. Adi Fatou Bari. Sur la zone franche industrielle de Dakar, à hauteur de Bel Air, c'est le balai continu des camions gros porteurs. Sur une petite route très étroite, caillouteuse, en plus d'être inondée, il faut lever le pied pour suivre la marche des camions qui mènent la loi. Tout autour, que des installations portuaires avec des conteneurs superposés sur plusieurs niveaux et visibles au loin. À côté se trouvent des usines, une zone industrielle où des habitations continuent de sortir de terre. Assis sur une chaise devant sa maison, masque sur le visage, ce monsieur habite Bel Air depuis 9 ans. En plus du bruit des coups de marteau des maçons qui s'activent dans une maison voisine en construction, il doit supporter un autre problème. En fait, ici, c'est l'état de la route qui est notre seul souci. Mes enfants sont pensionnaires de l'école de football de Rebeuss et je les amène tout le temps s'entraîner au lycée Lamine Gueye. La poussière due au mauvais état des routes empruntées par ces gros porteurs au quotidien à destination ou en provenance du port, un problème auquel s'ajoutent bien d'autres. Avant la pandémie, je constatais que chaque 6 mois, presque, je tombe malade à cause de la poussière. Mais maintenant, c'est moins fréquent. Je crois que le masque a joué un rôle important dans l'amélioration de notre santé. Inaugurée en 1976, la zone franche industrielle de Dakar a été le premier des 3 grands projets industriels du Sénégal à être mis en œuvre. Mais aujourd'hui, avec l'extension du port autonome de Dakar, le site souffre de la congestion, ce qui pose de réels problèmes de circulation routière, mais aussi de santé et aux usagers et aux riverains. Adi Fatou Bari, cohabitation difficile à Dakar entre les habitations et les industries au niveau des zones franches. Les habitations ne respectent pas les lignes de démarcation qui définissent le périmètre de sécurité entre elles et les industries. C'est le cas à la cité Elisabeth Diouf et à la cité des travailleurs municipaux, ce qui expose ces populations aux dangers quotidiennement. Abdou Birahim Diop, directeur du développement urbain de Dakar, avec Mamdiara Da Silva. Entre les zones d'habitation et les zones vraiment d'activité industrielle, il doit y avoir au moins une ligne de démarcation, donc qui définit le périmètre de sécurité entre habitation et industrie. Parce qu'entre habitation et industrie, selon le code de l'urbanisme et ensuite le code de l'environnement, sens réglementaire à observer. Au Sénégal, on ne peut pas trouver une cohabitation entre industrie et habitation à moins de 100. Il y a une ligne de démarcation de 100 mètres vraiment qui sépare les zones d'habitation et les zones à activité industrielle. D'accord, mais est-ce que ces lignes de démarcation sont respectées? Malheureusement, dans la plupart des cas ici à Dakar, on trouve un non-respect entre les zones d'habitation et les zones d'activité.
c'est pas du tout respecté dans la plupart du cas. Quand on va dans la zone franche industrielle, on trouve par moment des cités qui sont à moins de 100 mètres vraiment des zones d'activité. Voilà. Donc, aller ici au niveau, par exemple, de la cité Elisabeth Diouf, dans le département de Dakar, par exemple. Vous savez que ici, l'essentiel des industries se trouve dans la commune. Pour le département de Dakar, la zone vraiment où nous sommes vraiment compétents, c'est la commune de Anne-Belen, où on trouve l'essentiel des activités industrielles de Dakar. Et dans cette zone-là, vous pouvez aller dans des cités comme la cité Elisabeth Diouf, ou vraiment, et aussi la cité aussi des travailleurs municipaux. Vous voyez qu'il y a une cohabitation entre industrie et habitation qui ne sont pas vraiment à des distances réglementaires. Donc, nous constatons de jour en jour des lotissements qui ont fait l'objet d'une autorisation et ceci pose vraiment des problèmes de sécurité et de non-respect de la réglementation. Le code de l'urbanisme et le code de l'environnement donnent des prescriptions très claires. Il y a une ligne de démarcation qui est de 100 mètres entre les zones d'habitation et les zones d'activité industrielle. Le rassemblement initié par la Daïratul Mourtafina des jeunesses Tidjaniya du Sénégal, prévu chaque lendemain de Tamkharit, n'aura pas lieu cette année à cause de la pandémie de Covid-19. Serigne Moustapha Sy Al Amine, le responsable moral, l'a fait savoir ce lundi. Il est au micro de Babacar Sow. Nous venons par cette occasion, au nom de la Daïratul Mourtafina, représentée par l'ensemble des commissions de travail, pour présenter nos vœux les meilleurs pour l'année nouvelle musulmane. À cette occasion aussi, nous en profitons pour lancer un appel à tous les membres appartenant à cette daïra qui est la Daïratul Mourtafina, regroupant les petits-fils de Seydi El Hadj Malick Sy, à qui leur est conférée la ziara, la grande ziara de la Ashura, qui est le rassemblement des jeunesses tidjanes, annuellement organisé par la Daïratul Mourtafina en relation avec tous les jeunes et les mouvements associatifs de la Hadra Tidjaniya, ici même dans cette enceinte de l'esplanade des mosquées de Seydi Hadj Malick. Nous venons à cette occasion, après avoir consulté et pris l'autorité que représente le Khalife général Tidjane, avons pris l'initiative d'organiser la ziara d'une autre manière, c'est-à-dire demander à tous les adhérents, là où ils sont, dans les régions, dans les coordinations, dans les fédérations, d'organiser des journées de prière pour magnifier cette fête communément appelée la Tamkharit, le lendemain qui est la journée de la Ashura que nous tenions habituellement à organiser en tant que jeunes Tidjanes. Vous savez que notre pays traverse des périodes avec cette pandémie qui ne cesse de s'élargir. À cette occasion, nous avons retenu l'idée d'organiser des séances de prière là où les sections sont, organiser des séances de prière pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous protéger contre cette maladie, de nous permettre de continuer l'initiative de développement que les autorités avaient retenu pour ce pays et essayer de remettre le Sénégal sur des rails beaucoup plus enthousiastes. Parlons maintenant du foncier au Sénégal. La relance du processus de réforme de la loi sur le foncier et l'accompagnement de la communauté paysanne à sécuriser leurs terres. C'est ce que recommande entre autres le CRAFS, cadre de réflexion et d'action sur le foncier au Sénégal. Il a organisé ce lundi une table ronde avec les journalistes sur le foncier au Sénégal. L'objectif est de partager sa position et de dégager des solutions. Ismaël Marcel Colli. Face aux conflits fonciers récurrents, au bradage et à la spoliation des terres, le cadre de réflexion et d'action sur le foncier au Sénégal, CRAFS, pense qu'au-delà des personnes et des régimes qui se succèdent, les conflits trouvent leur source dans les manquements liés à la gouvernance foncière. Babacar Diop est le porte-parole du jour. Le constat amer, c'est que l'arsenal juridique, les compétences foncières et domaniales transférées aux collectivités territoriales et les capacités techniques des services de l'État n'ont pu permettre d'instaurer une gouvernance foncière satisfaisante. Tant que le statu quo est maintenu sur le foncier, il faut s'attendre à voir surgir et ressurgir dans diverses zones du Sénégal des conflits fonciers dont les causes resteront les mêmes. Au-delà des personnes et des régimes qui se succèdent, ces conflits trouvent leur source dans les manquements liés à la gouvernance foncière, aussi bien dans son corpus juridique et ses bases institutionnelles que dans ses outils et pratiques de gestion. Face à toutes ces difficultés, le CRAFS préconise des solutions. Babacar Diop. La relance au plus vite du processus de réforme jusqu'à l'aboutissement de sa phase législative à travers un processus participatif et inclusif. De veiller
à ce que les affectations des terres se fassent dans le respect de l'équité et de la justice sociale, exprime toute sa solidarité aux communautés victimes des spoliations foncières. Aussi, affirme-t-il, sa volonté d'accompagner les communautés paysannes à sécuriser leurs terres, défendre leurs droits fonciers et protéger leurs moyens de production, de subsistance et de préservation de leur dignité. Pour rappel, le CRAFS a été créé en 2010. Son objectif est de faire en sorte qu'il y ait une gouvernance foncière inclusive qui permet de répondre aux préoccupations des différents secteurs du développement au Sénégal. Paralysie de l'appareil judiciaire à Diourbel, les justiciables dénoncent cet état de fait du Sytjust et interpellent le ministre de la Justice, Adama Ndiaye. Les tribunaux de Diourbel marchent au ralenti depuis la grève décrétée par le syndicat des travailleurs du Sytjust, mais aussi l'arrêt du travail observé par l'Union nationale des travailleurs de la justice. Cela a été durement ressenti par les justiciables à la recherche d'actes judiciaires. Pour se procurer un certificat de casier judiciaire, on risque de passer toute la journée ici sans satisfaction. Donc nous interpellons l'État du Sénégal à satisfaire la revendication des syndicats des travailleurs de la justice. L'affectation des greffiers ad hoc le 3 août dernier au niveau des juridictions est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Amadou Mokhtar Diop, greffier au tribunal de grande instance de Diourbel, et le secrétaire administratif de l'Union nationale des travailleurs de la justice. Il a choisi de prendre des greffiers ad hoc qui vont essayer de se substituer aux camarades qui sont en grève. Pire encore, il a voulu que ces greffiers ad hoc puissent être à notre chevet, qu'on puisse les accompagner pour pouvoir accomplir certaines tâches. Et je pense que nous, en tant que professionnels, c'est des choses qu'on ne devait pas faire et qu'on ne pourrait pas faire. Parce que pour des raisons très simples, parce que nous sommes des fonctionnaires, donc nous ne sommes pas payés pour ça. Nous connaissons notre travail. La tâche que le garde des Sceaux a voulu nous imposer ne colle pas avec notre responsabilité professionnelle. Toutefois, le social est souvent pris en compte dans ce mouvement de grève. On fait un peu de social, même si on n'a pas pris le temps de communiquer sur ça, pour des raisons que nous savons. Au niveau local ici, nous comprenons aussi la réalité du milieu et un peu le contexte où il y a nos cousins, nos frères qui ont envie de déposer certains actes, faire certains concours. Donc il faut être très sensible à ces genres de causes. Pourquoi ne pas essayer d'accéder à certaines demandes, mais donc on le fait pour des raisons exceptionnelles. Certaines audiences concernant les grands dossiers sont différées sur demande des avocats dans le but de préserver les intérêts des uns et des autres. Diourbel sur le FM, Adama Ndiaye. Le ministre du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale a remis une enveloppe de 50 millions de francs CFA au gouverneur de la région de Kaolack. L'enveloppe est destinée aux victimes de l'incendie du marché central de Kaolack dans le cadre de la modernisation des marchés. Mansour Faye promet que le chantier de Kaolack va bientôt démarrer. Toutefois, il a invité tous les commerçants à combattre les occupations et branchements anarchiques dans les marchés. Mansour Faye, au micro de Mamoudou Kamara. Je suis venu apporter le soutien moral de son Excellence Macky Sall, le réconfort, la compassion à l'endroit des commerçants victimes de cet incendie. Président, dans cette même dynamique, m'a chargé de remettre à monsieur le gouverneur de la région de Kaolack une enveloppe de 50 millions destinée aux sinistrés pour un petit peu les accompagner. L'accompagnement, naturellement, est un accompagnement symbolique. Mais toute la problématique qui se pose, c'est la problématique des marchés avec leur état de vétusté avancé. Et dans cette dynamique, l'État, effectivement, a un programme qu'il appelle le programme de modernisation des marchés, doté d'un budget à terme de 70 milliards de francs CFA. Il y a des marchés qui sont en cours de construction ou en phase de finition, notamment le marché de Diourbel, il y a le marché de Tilène aussi à Ziguinchor, le marché de Syndicat, et le marché central de Kaolack fait partie du programme. Et certainement, sous peu de temps, les travaux relatifs à ce renouvellement du marché, ces travaux-là vont démarrer bientôt. Pour lancer un appel à l'endroit des commerçants par rapport à la responsabilisation de tout un chacun pour que ces endroits-là puissent être, en tout cas, des endroits bien entretenus et bien maintenus pour éviter ces genres de sinistres. Nous avons tous constaté et compris qu'au niveau des marchés, il y a des branchements clandestins, c'est évident. Mais
faudrait que la population puisse s'organiser pour que des règles puissent être établies pour un bon environnement qui puisse nous éviter ces genres de sinistres, ces genres de chocs. Et c'est un appel lancé à l'endroit, en tout cas, de la population des marchés, parce que c'est les commerçants, c'est les différents acteurs qui protègent aussi les populations qui viennent pour acheter, qui viennent en tout cas pour faire leur marché au niveau donc de ces endroits pour que effectivement pareil sinistre ne puisse se reproduire. Ouf de soulagement pour les victimes de l'incendie du marché central de Kaolack, dont l'écrasante majorité est composée de vendeuses de friperies. Ils attendent avec impatience les 50 millions remis au gouverneur de la région pour au moins redémarrer leurs activités. Mamadou Camara. Le service départemental de l'action sociale est pris d'assaut par... Ce n'est pas le bon élément. Nous attendons Mamadou Camara qui revient sur le soutien sur l'enveloppe de 50 millions remis au gouverneur de la région de Dakar par Mansour Faye, en ouf de soulagement pour les victimes de l'incendie du marché central de Kaolack, dont l'écrasante majorité est composée de vendeuses de friperies. Les sinistrés de l'incendie du marché central de Kaolack ont poussé un grand ouf de soulagement au nom de l'État du Sénégal. Le ministre du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale a remis une enveloppe de 50 millions de nos francs au chef de l'exécutif régional qui, à son tour, remettra cet argent aux victimes de l'incendie. La cérémonie symbolique de remise de cette enveloppe financière a eu lieu à la gouvernance de Kaolack. Madame Mariama Sarr, le maire de la commune de Kaolack, s'en réjouit. Vous savez, les incendies surviennent partout, au niveau des domiciles, dans les marchés, au niveau des entreprises, un peu partout. Cela, c'est évident. Mais quand il y a problème, il faut que tout le monde accompagne. C'est ce qui nous réunit aujourd'hui ici. L'accompagnement pour ces commerçants qui sont un peu dans la détresse, qui ne savent où aller. Cet appui va les accompagner pour qu'ils puissent reprendre, je l'ai dit tantôt, le travail petit à petit, la construction du marché. On peut dire que c'est fin prêt. Une mission de l'AGETIP était là le vendredi avec tous les services techniques, le ministère du Commerce aussi. Nous avons fait les visites des différents sites qui ont été proposés et je pense qu'il y a quelque chose qui est retenu. Et des démarches sont en train d'être faites pour régler quelques contraintes avant d'ouvrir les concertations avec les commerçants sous la supervision du gouverneur, avec le préfet et tous les acteurs. Ce sera une démarche inclusive et nous allons vraiment, à l'issue de ces rencontres, de ces concertations-là, trouver des consensus pour que ce marché puisse reprendre et pour que la modernisation aussi puisse accompagner. Je peux dire qu'il y a une lueur d'espoir et nous savons que cet espoir-là, peut-être les gens vont dire c'est des rêves, mais ces rêves-là vont devenir des réalités sous peu, Inch'Allah. Après la gouvernance, Mansour Faye, le ministre du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale, et Madame le maire de la commune de Kaolack, Mariama Sarr, ainsi que les autorités administratives se sont rendus au marché central de Kaolack pour apporter leur soutien moral à ces sinistrés. Kaolack, Mamadou Camara, Sud FM. L'économie sociale et solidaire a un rôle important à jouer en cette période de la pandémie de la COVID-19. C'est la conviction de la directrice de l'encadrement de l'économie sociale et solidaire qui prenait part ce lundi à un atelier de partage de l'élaboration de la loi d'orientation de l'économie sociale et solidaire. Selon Hadi Samba, si on développe et promeut l'économie sociale et solidaire, on peut apporter des réponses à la résilience face à cette pandémie. Ces propos sont recueillis par Yves Dendeng. En fait, on peut dire que ces ateliers-là, ça a été une forte demande pour les acteurs de disposer d'un cadre juridique pour le secteur de l'économie sociale et solidaire. Et aussi, le ministère, depuis là, a eu à intégrer un axe sur l'élaboration d'un cadre juridique quant à l'aide de politique sectorielle de l'économie sociale et solidaire. Et Madame le ministre en a fait une priorité pour cette année, pour qu'on puisse disposer de cette loi d'orientation de l'économie sociale et solidaire. Donc, ce qui est visé à travers ces échanges, c'est de pouvoir partager les grandes orientations de cette loi. Et nous nous sommes dit, avant d'élaborer l'avant-projet de loi, il est préférable de partager les grandes lignes et les grandes orientations avec les acteurs à la base pour recueillir leurs avis, mais aussi pour avoir les préoccupations par rapport aux acteurs qui soient ressortis et que cette loi puisse bien les prendre en compte. Merci.
Les cibles, ce sont tous les acteurs de l'économie sociale et solidaire de la région de Matam, Saint-Louis et Louga. Il est noté que l'économie sociale et solidaire peut être vraiment un levier de développement de notre société. Et surtout en cette période de Covid, le constat est que, en fait, l'économie sociale et solidaire a un rôle important à jouer. Et que cette situation de pandémie, donc si on développe et promeut l'économie sociale et solidaire, on peut apporter des réponses à la résilience et à la relance de cette pandémie-là. L'actualité internationale, fin de la mission de la CEDEAO au Mali. Les deux parties sortent des discussions sans accord. La phase de transition, le retour du président sortant et les sanctions ont été au menu de cette rencontre. Sori Ibrahim Maïga. Lorsque les autres visent Dakar, nous allons plus loin. Sud FM vous installe au cœur du Sénégal. Toute la différence est là, sur Sud FM. Vous pouvez venir dire Dakar. Fekk ñu weesu nañu leen. Sud FM moo leen di taaj ci xolu Sénégal. Lii nag mooy wute gi ci Sud FM. Lorsque les autres visent Dakar, nous allons plus loin. Sud FM vous installe au cœur du Sénégal. Toute la différence est là, sur Sud FM. Sud FM, Dakar, 98.5. Sud FM, à Kaolack, 94.6. Sud FM, à Thiès, 102.2. Sédhiou, 96.7. Sud FM, Tamba, 98.6. Sud International. Fin de la mission de la CEDEAO au Mali. Les deux parties sortent des discussions sans accord. La phase de transition, le retour du président sortant et les sanctions ont été au menu de cette rencontre. Sori Ibrahim Meiga. 3 jours de mission soldés par certains compromis. La situation du président dessus Ibrahim Boubacar Keïta, la transition pour la mise en place des autorités intérimaires, ainsi que les sanctions de la CEDEAO sur le Mali à la suite du putsch sont les principaux points discutés entre la junte et la délégation. Plus de doute encore, Ibrahim Boubacar Keïta est dans le passé. Jonathan Goodluck confirme à sa sortie de cette dernière rencontre de la mission. And we asked him what is the way forward from him as the president of this country. Et nous lui avons demandé, en tant que président de la République de ce pays, que proposez-vous, quelle est la voie à suivre, à votre avis? And Keïta said, look, he has resigned. He was not forced to resign, but he has resigned and he is not interested in governance again. Donc le président Ibrahim Boubacar Keïta nous a fait savoir qu'il a donné sa démission, qu'il n'a pas été contraint à le faire et qu'il n'a pas envie de revenir aux affaires. Non. Il poursuit en rendant compte des recommandations du président pour le pays. He wants a quick transition so that the country will go back to a democratically elected government. Donc ce qu'il souhaite, c'est une transition rapide pour permettre au pays de retourner dans un règne civil, dans un régime civil le plus rapidement possible. That should be able to interact with the rest of the world freely. Donc un régime qui pourra interagir, pour travailler avec le reste du monde de manière libre. De son côté, le porte-parole des militaires du CNSP, Ismaïla Ouagé, revient sur les différents points de ces 3 jours d'intenses discussions. En ce qui concerne la transition proprement dite, on a eu des échanges par rapport à la transition, à l'équipe de transition, au président de transition, au gouvernement. Chacun a donné son idée de la transition. Les représentants de la CEDEAO ont parlé de leur compréhension de la transition. Déjà dans la mesure où M. Ibrahim Boubacar Keïta a démissionné et qu'il a dit clairement son intention de ne plus revenir au pouvoir, donc forcément il faut mettre en place une équipe de transition. Maintenant, la CEDEAO a donné son point de vue par rapport à leur concept de transition. Nous aussi, on a discuté par rapport à ce que nous on pensait de la transition. Il y a eu des discussions de part et d'autre, sachant qu'à ce stade, rien n'est arrêté, rien n'est décidé et que nous, à notre niveau, l'architecture finale de la transition sera discutée et définie entre... Une réunion des chefs d'État de la CEDEAO devra trancher sur le compte rendu de cette mission le mercredi 27 août prochain.
qui se penchera surtout sur la révision des mesures de la sous-région sur le pays à la suite du coup d'État, notamment les sanctions en vigueur contre le peuple du Mali. Sori Ibrahim Mega, Bamako, Sud FM. Merci beaucoup, Sori Ibrahim Meiga. L'Afrique comptait ce lundi 24 ou plus d'1 million de cas de coronavirus confirmés pour 27 783 morts selon le bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique. Les pays les plus touchés par la pandémie de Covid-19 sont l'Afrique du Sud avec 609 773 cas, dont 13 059 décès. L'Égypte avec 97 340 cas, dont 5 262 décès, le Maroc avec 52 349 cas dont 888 décès, le Nigeria le Nigeria avec 52 227 cas dont 1002 décès, ou encore le Ghana avec 43 094 dont 256 décès. En tout cas, le Cuba veut son vaccin contre la Covid-19. Il a lancé ce lundi la phase de test clinique d'un vaccin élaboré par l'Institut Fundline. Plus de 600 personnes vont participer à cette expérimentation dont les résultats sont prévus pour février prochain. Jusqu'à aujourd'hui, Cuba est parvenu à contenir l'épidémie avec un total de 3 717 contaminations et 91 décès. Et ce vaccin en phase de test est donc avant tout pour Cuba une façon de prouver que le pays est souverain dans sa lutte contre le coronavirus. Le contradictoire. Le contradictoire, les lundis et vendredis, tous les sujets à controverse seront débattus dans le contradictoire. Un sujet, deux invités pour un regard croisé. Le contradictoire, c'est tous les lundis et vendredis sur Sud FM Sen Radio. Le contradictoire s'intéresse à la crise au niveau de la justice sénégalaise avec le bras de fer entre le Sudjust et la tutelle. Le syndicat des travailleurs de la justice accuse la tutelle d'être responsable de l'exacerbation de la crise au niveau de la justice. Le syndicat se dit prêt à aller au dialogue pour une solution de sortie de crise. Le secrétaire général, Maître Aya Boun Malick Diop, demande par ailleurs au chef de l'État de siffler la fin de la récréation. Maître Aya Boun Malick Diop, secrétaire général du Sudjust, interrogé par Babacar Samb. Maître Aya Boun Malick Diop, bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général du syndicat des travailleurs de la justice. Effectivement. Plus de 2 mois de grève, plus de 2 mois de paralysie de la justice sénégalaise. Alors, à quand la fin de ce bras de fer entre le Sudjust et l'État du Sénégal? J'aimerais d'abord préciser que nous ne sommes pas des grévistes, nous sommes des travailleurs. Nous exerçons notre droit de grève en dépit de notre volonté d'aller au boulot. Mais il faut savoir que si cette grève a perduré, c'est du fait que nous avons en face de nous un interlocuteur qui ne facilite pas le dialogue. Aujourd'hui, ce que le ministre doit faire pour que cette grève aboutisse à une fin heureuse, c'est de faciliter d'abord le dialogue et les rencontres. Mais cela n'est pas du tout facile parce que le ministère de la Justice est configuré d'une certaine manière, de telle sorte que lorsqu'il y a une crise, l'entourage du ministre de la Justice a tendance à inciter le ministre à la radicalisation. Mais est-ce que dans ce contexte actuel marqué par la pandémie de Covid-19 et la crise économique, le protocole signé par l'État du Sénégal peut être mis en œuvre dès maintenant? Écoutez, le ministère de la Justice, par personne interposée, fait comprendre à l'opinion publique que nous avons des demandes démesurées ou des accords qui sont difficilement réalisables, ce qui est aux antipodes de la vérité. Nous avons certes des revendications, des doléances à connotation pécuniaire, mais les revendications les plus importantes sont des revendications statutaires qui n'ont pas de connotation pécuniaire. C'est un discours pour tromper l'opinion publique, mais en réalité, jusqu'à ce qu'on nous montre de manière claire où se trouvent les difficultés, nous dirons que c'est des arguments que le ministère brandit pour tromper l'opinion publique. Pour nous, en ce qui nous concerne, les décrets, les actes pris par le président de la République ne touchent
d'aucune difficulté d'application. Vous poursuivez le combat. Pendant ce temps, le justiciable sénégalais souffre vraiment. Les préjudices causés sont énormes. Est-ce que vous pensez réellement à l'ampleur des dégâts? Écoutez, nous avons beaucoup de compassion pour les justiciables sénégalais et plutôt pour les usagers du service public de la justice. Mais toute la responsabilité de cette situation, de cette crise, est à rejeter sur le gouvernement qui n'a pas eu un comportement responsable, mais a plutôt préféré être dans des postures guerrières pour créer un bras de fer inutile. L'État aurait encouragé, comme je vous l'ai dit dès le début, le ministre de la Justice aurait encouragé des rencontres, facilité le dialogue, peut-être on aurait crevé l'abcès il y a plusieurs jours de cela. Est-ce à dire que le SYTJUST est prêt à faire des concessions et aller au dialogue? On nous appelle à une rencontre, nous serons présents et si on nous montre des incohérences, on va essayer de trouver des solutions. Mais tant qu'on ne se mettra pas autour d'une table pour discuter de manière sérieuse, ça sera un dialogue de sourds. Parce qu'en réalité, nous ne savons même pas les difficultés que le ministre reproche à ces décrets. Nous ne le savons pas. Il ne nous l'a pas dit de manière claire. S'agit-il plutôt de problèmes de personnes? Écoutez, moi, je ne me focalise pas sur la personne de Maître Malick Sall. Dans un syndicat, je défends des intérêts. À un certain moment, Maître Malick Sall a pris des certain nombre de mesures qui remettent en cause nos intérêts matériels et moraux. Mais par la suite, face à notre réaction, Maître Malick Sall n'a pas eu la bonne réaction. Je dis clairement que s'il avait la bonne réaction, s'il avait facilité le dialogue, s'il avait facilité les rencontres, aujourd'hui, on n'en serait pas dans cette situation qui est désolante. Ce que je peux dire, c'est que si on veut arriver à des solutions, il faut que les gens discutent. Parce que, après tout, c'est un ministre, mais il ne fait qu'exécuter une fonction publique comme nous, autres, les travailleurs de la justice, nous exécutons une fonction publique. Donc, il n'y a pas lieu de faire faire la fine bouche ou de tromper les gens. Il faut qu'ils acceptent de se mettre autour d'une table de discussion avec les responsables du syndicat des travailleurs de la justice pour qu'on en arrive à une situation qui va soulager tous ces Sénégalais qui sont pris en otage par cette crise. Et le président de la République dans tout ça? Écoutez, moi je crois que le président de la République doit siffler la fin de cette récréation, la fin de la récréation. Parce que aussi, en dernier ressort, c'est lui qui a la responsabilité d'assurer le bon fonctionnement des institutions. Ça, ce n'est pas moi qui l'ai créé, c'est la Constitution qui le dit. Le président de la République doit veiller au bon fonctionnement des institutions de la République. Donc, il doit cibler la fin de la récréation. Maître Ayaboun Malick Diop, je vous remercie. C'est moi. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du syndicat des travailleurs de la justice, SYTJUST. Les préjudices subis par le justiciable sénégalais préoccupent Seydi Gassama qui parle d'impasse totale. Selon le directeur exécutif de Amnesty Sénégal, la clé de la résolution de ce conflit est entre les mains du chef de l'État. Le défenseur des droits de l'homme met en garde le président Macky Sall. Ce qui s'est passé sous le régime de Abdou Diouf avec le licenciement de tout un corps de la police ne sera pas accepté par le peuple sénégalais. Seydi Gassama s'entretient ici avec Babacar Samb. C'est Seydi Gassama, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur exécutif de Amnesty International section Sénégal. Plus de 2 mois de grève de la justice, un bras de fer entre le syndicat des travailleurs de la justice et l'État du Sénégal qui se poursuit. Comment appréciez-vous l'exacerbation de la crise au niveau de la justice? Je crois qu'il faut surtout parler de 3 mois de grève, parce que cette grève a largement dépassé déjà les 2 mois. Bien sûr, aujourd'hui, on semble être dans une impasse totale. Moi, je crois que la clé de la résolution de ce conflit de travail se situe entre les mains du président de la République. C'est le président de la République qui doit apporter une solution à cette crise. Et comment qui porte préjudice à des citoyens. Donc, je dis, le problème se trouve entre les mains du président. C'est quand même des accords qui ont été signés. Le président a pris certains décrets. Il doit prendre d'autres décrets. Et aujourd'hui, non seulement les décrets qui ont été pris ne sont pas publiés aux journaux officiels pour certains, d'autres décrets qu'il doit prendre, il ne les prend pas.
pour un État qui a négocié, qui est tombé sur des accords, qui les a signés. Je crois qu'aujourd'hui, on a en face un gouvernement irresponsable. Et il ne faudrait pas perdre son temps à accuser le ministre de la Justice, à l'acculer. La clé du problème se trouve entre les militaires de la République. Il n'y a pas une volonté du président Macky Sall de mettre fin à cette crise. Le jour où il veut mettre fin à cette crise-là, elle prendra fin immédiatement. Donc pour moi, la principale cible, n'est-ce pas, ce n'est pas le ministre de la Justice, c'est Macky Sall. La résolution de la crise se trouve entre ses mains et il n'est pas disposé aujourd'hui à apporter une réponse à cette crise-là. Et le droit du citoyen sénégalais, les préjudices causés, la situation du justiciable sénégalais? Oui, mais c'est cela qui nous préoccupe, surtout nous en tant que défenseurs des droits humains. Combien de détenus qui devaient, n'est-ce pas, être jugés ont vu leur procès repoussé indéfiniment? Combien de détenus qui devaient être entendus par des cabinets d'instruction n'ont pas pu être entendus? N'est-ce pas? Combien de citoyens qui ont besoin de papiers, de certificats de nationalité, de certificats de bonne vie, parce qu'ils n'arrivent pas à avoir ces papiers parce que les greffiers sont en grève. C'est cela le vrai problème. On semble laisser la situation pourrir en disant que les greffiers finalement ils vont retourner en grève, n'est-ce pas? Parce qu'il y a beaucoup de menaces qui plantent sur leur tête, les coupes de salaire, les menaces de licenciement. Je crois que c'est irresponsable que le gouvernement soit aujourd'hui amené à recourir sur ce type de moyens de pression pour faire cette grève. Une grève qui ne concerne pas de nouvelles revendications, parce qu'il n'y a aucune nouvelle revendication de la part du greffier. Ce sont des accords qui ont été signés dont ils demandent la mise en œuvre. Mais parce qu'ils ne sont pas nombreux comme les enseignants, qui paralysent toute l'école, et que cela impacte directement les parents, n'est-ce pas? On fait le mort, on dit qu'il faut laisser pourrir, etc. Mais je voudrais vraiment dire, en tout cas avertir le gouvernement, ce qui s'est passé avec Abdou Diouf qui s'est mis à licencier tout un corps, le corps de la police, ne peut plus se passer aujourd'hui. Ce n'est plus possible. Donc il faut que le gouvernement entende raison, discute avec le greffier, revoie les accords, ce qui peut être satisfait immédiatement, soit satisfait immédiatement, ce qui peut être satisfait plus tard, n'est-ce pas? Évidemment, on discute, on tombe d'accord sur un échéancier pour le satisfaire. Mais on ne peut pas continuer à faire le mort, à laisser la situation pourrir, en se disant que ou les greffiers vont reprendre, ou alors on va les remplacer par d'autres personnes qu'on affronte. Plus de 2 mois de mouvement d'humeur, plus de 2 mois de grève. Mais est-ce que, dans ce cas de figure, l'État du Sénégal peut procéder à la réquisition? Oui, la réquisition est une procédure prévue par les lois du pays. Et dans ce cas de figure, pour assurer un service minimum. Mais je veux dire que la réquisition n'aura pas à être une occasion de refuser de discuter avec les syndicats en grève. La réquisition permet de faire fonctionner le service tout en poursuivant des négociations de bonne foi. Or, malheureusement, dans cette situation précise, l'État n'est pas dans une situation de discuter de bonne foi, parce qu'il ne discute pas du tout, alors qu'il aurait pu discuter justement pour trouver des solutions aux accords qu'il a lui-même signés en toute souveraineté. Est-ce que vous entendez donc mener une médiation, des tractations pour une sorte de crise? Écoutez, depuis que cette affaire a commencé, la société civile s'est prononcée, toutes les organisations de la société civile se sont prononcées dans cette situation-là. Beaucoup d'institutions de l'État, le médiateur de la République a été saisi, il est intervenu. Le Haut Conseil du dialogue social a été saisi, ils sont intervenus. Tout ce qui avait dans ce pays comme structure de médiation, comme ressort de médiation, ont été utilisés. Mais le SYTJUST et tous les médiateurs ont trouvé en face d'eux un mur mis par le gouvernement qui ne veut pas négocier, qui ne veut pas discuter sur des accords qu'il a signés. Donc aujourd'hui, je pense que la seule chose qui reste, c'est le bras de fer. Il faut que le SYTJUST, qui appartient également à une centrale syndicale, n'est-ce pas, que cette centrale syndicale, comme l'a dit d'ailleurs Mme Bassok, prenne ses responsabilités. Il faut aujourd'hui que la question soit réglée sur le terrain de la lutte. Et je crois que cette lutte doit être une lutte syndicale dans le cadre de l'UNSAS, qui est le syndicat auquel appartient donc le SYTJUST, parce que manifestement, la négociation n'aboutira à rien, parce qu'on est en face d'un gouvernement qui ne veut pas négocier, qui ne veut plus signer des accords, qui ne veut plus discuter autour des accords qu'il a signés en toute souveraineté avec le syndicat. Seydi Gassama, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le directeur exécutif de Amnesty Sénégal. Merci Babacar Samb. Info Santé, c'est avec Marie-Roselle Ndiaye. Yotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé.
Bonjour à tous. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale était à Kaolack vendredi pour y inaugurer le SAMU de l'hôpital régional El Hadj Ibrahima Niass. En marge de cette activité, il a soutenu l'amélioration des conditions des patients au niveau du centre de traitement des épidémies. On l'écoute. J'en ai aussi profité pour visiter le centre de traitement des épidémies. Au niveau de l'hôpital El Hadj Ibrahima Niass, il y a effectivement un dispositif qui fait partie de la riposte dans le cadre de la lutte contre la Covid. Ce CTE a des performances extrêmement importantes et l'ensemble des lits qui sont ici, des lits de réanimation, sont tous équipés de respirateurs avec des dispositifs modernes. Nous installerons dans les jours qui viennent la 3e ligne d'oxygène parce qu'on a déjà ici, dans l'hôpital, 2 lignes d'oxygène. J'ai aussi effectué cette visite en compagnie de monsieur le directeur général de l'ADE, monsieur Cheikh Bakhoum, parce que le Sénégal est entré dans l'ère de la modernisation de sa gouvernance publique. Et quand on parle de gouvernance publique en termes de modernisation, le dispositif informatique et de connectivité doit être au centre. Et aujourd'hui, l'ADE a appuyé le ministère de la Santé en équipant les structures de santé, particulièrement les hôpitaux, de dispositifs de connectivité qui permettent d'aller jusqu'à la télémédecine. En même temps, le ministre de la Santé s'est réjoui des chantiers entrepris par l'administration du centre hospitalier régional El Hadj Ibrahima Niass qui contribuent à l'amélioration de l'environnement de l'hôpital. On l'écoute. Féliciter Madame la directrice de l'hôpital pour le travail remarquable de transformation qu'elle est en train de mener ici dans l'hôpital El Hadj Ibrahima Niass de Kaolack. Je suis venu, j'y étais il y a quelque temps et entre ces deux périodes, j'ai vu quel est l'effort de transformation qui est en train d'être mené à l'hôpital. Il est important de le souligner pour la motiver. Elle vient de me promettre d'ailleurs qu'avant mon prochain retour, avant ma prochaine visite, elle va donc presque achever le pavage intégral de l'hôpital et j'aimerais effectivement de ce point de vue-là y insister parce que la gestion de l'environnement des hôpitaux doit être une préoccupation pour les managers de ces établissements de santé. Les propos du ministre Abdoulaye Diouf Sarr ont été recueillis par Mamadou Camara. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. Radisson. Le rappel des titres, la zone franche industrielle de Dakar envahie par les habitations, une situation qui s'explique par la forte croissance dans la capitale, une cohabitation difficile, ces populations souffrent, le périmètre de sécurité entre les industries et habitations n'est pas respecté, elles sont exposées aux dangers quotidiennement selon le directeur du développement urbain de Dakar. Conflit foncier au Sénégal, la malgouvernance est à l'origine selon le cadre de réflexion et d'action sur le foncier au Sénégal. Le CRAF se préconise la relance du processus de réforme de la loi sur le foncier et l'accompagnement des paysans à sécuriser leurs terres. Et puis au Mali, pas d'accord entre la mission de la CEDEAO et le Comité national pour le salut du peuple. Goodluck Jonathan n'a pas pu convaincre la junte. L'actualité internationale, le contradictoire et Info Santé ont complété cette édition mise en onde par Alioune Badara Socé. Bonne suite de programme sur Sud FM Sen Radio.